notion de vide apparaît dépendante du mobilier ontologique de la théorie que l'on choisit comme référence. Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode du format Constitution. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas tourné un. Ce soir, on va s'attaquer au bloc de constitutionnalité et comprendre ce que c'est que cette bestiole. Tout d'abord, avant de commencer, situons le bloc de constitutionnalité. Comme on peut le voir dans la hiérarchie des normes, il se situe absolument tout en haut de la pyramide de Kelsen. C'est-à-dire que c'est le droit le plus important, le plus fondateur en France à l'heure actuelle. Le bloc de constitutionnalité est donc composé par la Constitution du 4 octobre 1958, par les normes complémentaires explicites et par les normes complémentaires implicites. Dans le cadre des normes complémentaires explicites, vous pouvez retrouver la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2005. Ensuite, dans les normes complémentaires implicites, vous avez les PFRLR, vous avez les PVC et les OVC, c'est-à-dire les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les principes à valeur constitutionnelle et les objectifs à valeur constitutionnelle. Tout cela, bien entendu, doit être respecté dans le cas où le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, édifient, édictent, produisent de la loi. Bien entendu, on va voir ce que contient non pas la Constitution, mais le bloc de constitutionnalité dans le détail, et essentiellement les PFRLR, les PVC, les OVC. Parenthèse, les personnes qui prétendent que la nation française ne fonctionne que par la Constitution de 1958 et ne font que parler d'elle, se trompent. Il n'y a pas que cela à voir, il faut voir l'intégralité du bloc de constitutionnalité pour comprendre comment se fonde une nation, comment se fonde la nation française, sur quoi elle s'appuie pour exister juridiquement. C'est extrêmement important de bien comprendre les fondamentaux de notre pays. La Constitution de 1958 a été établie en 1958 lors du référendum proposé par Charles de Gaulle, pas encore président de la République à ce moment-là d'ailleurs, puisqu'il a été élu au suffrage universel direct. Mais alors, comment a-t-il pu présenter un référendum ? Eh bien, c'est très simple. C'est lorsque René Coty, l'ancien président de la République, lui a remis les pleins pouvoirs de transition constitutionnelle pour changer de régime politique que De Gaulle a pu le présenter, le proposer. Ainsi, le régime dans lequel nous sommes, c'est-à-dire constitutionnel de 1958 appelé 5e République, a été écrit, rédigé par l'Assemblée de 46, synthétisé avec Debré et proposé par Charles de Gaulle à l'époque. Le peuple français a voté à plus de 82% ce texte. Vous pouvez retrouver les sources sur Légifrance, sur le site du Conseil constitutionnel, cela va sans dire, bien évidemment. De fait, c'est le peuple qui décide de quel régime politique il veut dépendre. Et en 1958, vu que cette proposition a été faite, le peuple a voté majoritairement une démocratie représentative que l'on appelle la 5e République. Parenthèse, cela ne vous aura pourtant pas échappé, la nuance qu'il existe entre révision constitutionnelle et transition constitutionnelle, qui sont deux termes totalement distincts. En effet, si la révision est permise sous certaines procédures dans le cadre de la 5e République, la transition constitutionnelle, elle, n'est plus possible depuis 1995. C'est un pouvoir que les représentants ont abrogé. Subséquent, les représentants, il est inutile de leur demander de changer la forme républicaine du gouvernement. Ils n'ont plus ces pouvoirs depuis 1995.
Vous comprenez donc pourquoi il est aujourd'hui impossible pour nos représentants, et uniquement pour eux, de soit changer l'intégralité du système politique pour passer à un autre système, comme le proposait LFI par exemple, c'est une impossibilité constitutionnelle, soit d'y inclure plus de démocratie représentative, comme le propose le RIC par exemple, puisque l'article 89, et d'autant plus l'article 11, dans lequel ne mentionne pas ce pouvoir. On ne peut pas changer la forme républicaine du gouvernement, pas plus que nos représentants ne peuvent sortir de ce système et en proposer un autre. Les pouvoirs qui le permettaient en 46 n'existent plus dans le cadre de 58. Ta gueule, je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Bien, partie 2, les normes complémentaires explicites. Alors explicites parce qu'elles sont écrites. Pas parce que le reste n'est pas écrit, que c'est que de la tradition orale, non, rien à voir. Ce sont des textes fondateurs, au même titre que la Constitution de 58, laquelle s'appuie d'ailleurs sur le préambule de 46. On peut considérer que la 58 est une version 2.0 de la Constitution de 46. Et la Constitution de 46, elle, s'appuie sur les textes fondateurs comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va le voir d'ailleurs dans la frise chronologique que je vous présente dès à présent. Ainsi, comme on peut le voir sur cette frise chronologique, rappelons-nous que la Constitution de 58, qui est du 4 octobre 58, a été proposée en juin 58 et De Gaulle a été élu en janvier 59. Donc on est clairement dans une passation de pouvoir, puis un régime de transition, puis un vote de transition que l'on appelle le référendum d'autodétermination constitutionnelle voté par le peuple, comme on vient de le voir précédemment. Cependant, il faut bien comprendre une chose. Si le bloc de constitutionnalité comprend d'autres textes, ce n'est pas parce que la Constitution prime sur tous. Non, la destination des textes justifie de leur implication et de leur présence dans le bloc de constitutionnalité, soit qu'ils encadrent les objectifs à valeur constitutionnelle ou les principes, tels le préambule de 46 par exemple dans le cadre de l'autodétermination, soit qu'ils encadrent la vie du citoyen, vulgairement parlant, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par exemple, soit qu'ils encadrent la fonction administrative de nos représentants. C'est le cas de la Constitution de 1958. Il faudra alors attendre quand même 1971 pour voir les premiers textes validés, notamment la DDHC et le préambule de 46, mais également 79 pour les PVC, les principes à valeur constitutionnelle, puis 1982 pour définir des objectifs à valeur constitutionnelle, ce qui reprend carrément le préambule de 46, qui se tend vers la volonté de permettre au peuple de s'administrer lui-même et de s'organiser lui-même en termes de pouvoir. Dans le bloc de constitutionnalité, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce préambule commence par l'article 1, enfin l'alinéa 1. Cet alinéa nous informe clairement du contexte dans lequel va se dérouler tout le préambule. C'est-à-dire qu'au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés, ce qui fait directement référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous devez avoir lu d'ailleurs. Il réaffirme, le peuple français, solennellement les droits et la liberté de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, que nous avons vu dans des vidéos précédentes. Donc, vous voyez que le premier alinéa pose clairement la définition du contexte historique, non seulement dans quelles conditions s'opère un texte, mais aussi à quelle destination, ce que l'on a bien trop souvent tendance à passer sous silence, c'est-à-dire la destination du texte. À quoi il se destine, qui va-t-il concerner, dans quelles conditions, et quelle est sa portée pour un avenir plus ou moins lointain. Il proclame, peuple français, en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. C'est-à-dire que, déjà en 46, on prévoyait pour plus tard. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Il n'y a pas d'équivoque.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. La France a pour mission de protéger les libertés. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Le devoir, c'est un devoir de travailler. Nous devons travailler. Et vous avez le droit d'obtenir un emploi. On ne peut pas forcément vous interdire stricto sensu de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Alinéa 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Alinéa 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, uniquement dans ce cadre-là. Alinéa 8. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, alinéa 9, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Alinéa 10. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. La nation, rappelons cette notion fondamentale qui est que c'est le peuple fondé en droit. Ce n'est pas le gouvernement, la nation. La nation, c'est le peuple d'abord, le gouvernement ensuite. Alinéa 11. Elle, la nation, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Ce pourquoi, théoriquement, le RSA, entre autres, ne doit pas faire l'objet d'un contrat entre les gouvernants et le peuple, puisque c'est un droit fondamental et un droit constitutionnel décrété par l'alinéa 11 de la Constitution de 46. Alinéa 12. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Donc, théoriquement, lorsqu'il y a des calamités nationales, le lobby des assureurs ne devrait pas interférer puisque c'est un problème national. La nation proclame. Alinéa 13. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. L'État doit faire de nous des êtres intelligents, des êtres formés, des êtres conscients de nos devoirs. Cela passe par la citoyenneté. C'est un des 4 piliers, si vous vous rappelez bien, nous l'avons vu dans une des vidéos précédentes. Alinéa 14. La République française. Alors la République, quand on dit République, c'est régime de représentants qu'il faut entendre. Donc la République, en termes de nation, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Et ça tombe très bien, puisque la France se conforme aux règles du droit international, c'est-à-dire à l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, dans lequel le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est clairement instauré comme un droit universel. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Si la nation, soi-disant, engage des conflits et se mêle de conflits qui ne la regardent pas, peut-être serait-il temps de réellement questionner le pouvoir dérivé de nos représentants et d'appliquer notre pouvoir souverain, c'est-à-dire le pouvoir suprême de la nation, à les remettre à leur place. C'est tout à fait dans les cordes du peuple. Tout à fait. Alinéa 15. Sous réserve de réciprocité. Très important la réciprocité. La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. Alors, quand on parle de souveraineté, ça veut dire que ça doit faire l'objet d'un droit écrit au terme des accords internationaux. Simplement, c'est ce qu'on appelle les conventions, la deuxième échelle de la hiérarchie des normes. La France consent aux limitations de souveraineté. Attention, il n'y a pas marqué de la souveraineté. La souveraineté, sous-entendu, la souveraineté nationale. Non. La deux souverainetés. Souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté sanitaire, ce sont d'autres termes qui ne privent pas le peuple de son droit d'expression, loin de là. Mais la France, c'est-à-dire la nation française, consent à certaines limitations de souveraineté de manière à ce que ce soit accessible à tous et à toutes, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme et du citoyen. Alinéa 16.
La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de race ni de religion. Là encore, il serait bon de pouvoir questionner nos représentants sur le fait qu'ils délaissent les territoires d'outre-mer et ne les considèrent que comme des demi-départements, si je puis m'exprimer ainsi. Alinéa 17. L'Union française, c'est-à-dire l'union de tous les représentants français, c'est-à-dire les représentants ayant une carte nationale d'identité. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leur civilisation respective, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Alinéa 18. Ça, c'est l'alinéa le plus important du préambule de 46 qui dit clairement que chaque peuple de la Terre est libre de se déterminer dans le temps et de disposer de lui-même. Je vous le lis. Et écoutez très bien ça. Alinéa 18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. On va reprendre et le décomposer un peu plus avant. Donc, fidèle à sa mission traditionnelle. Effectivement, n'oublions pas qu'en France, nous avons changé 14 fois de constitution. La France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge. La France entend conduire le peuple français finalement, peu importe de qui ou de quoi il est composé. Donc, la France entend conduire le peuple français à la liberté de s'administrer lui-même et de gérer démocratiquement ses propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire. On ne parle pas ici d'un protocole de colonisation qui serait exogène, mais d'un protocole de colonisation fondé sur des décisions n'étant pas issues du peuple. Par conséquent, on peut considérer que nos représentants, d'une certaine manière, peuvent coloniser le peuple français lui-même. Et c'est là où le bas blesse quand on voit que la population n'est plus consultée de nos jours. On peut le lire ainsi, ce n'est pas illégal, ce n'est pas aberrant non plus, ça s'entend parfaitement. Elle garantit ainsi l'accès à tous aux fonctions publiques, à l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. L'exercice individuel ou collectif, c'est-à-dire dans le cadre de la 5e, soit par l'individu, soit par ses représentants, des droits et libertés, ça fait directement appel à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme où, comme vous le savez puisque nous l'avons déjà vu dans la précédente lecture, chaque individu est libre de constituer la loi personnellement ou par ses représentants. C'est ce que dit grosso modo l'article 6. Ainsi, la lecture du préambule de 1946 est terminée. J'espère qu'il vous aura apporté une bien meilleure connaissance Bien, donc ce premier point, il va être assez simple. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu que le bloc de constitutionnalité n'est pas qu'un seul texte. Ce n'est pas que la Constitution de 1958, c'est aussi le préambule de la Constitution de 1946. C'est également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été fondée en 1789 par la première assemblée constituante, directement après la Révolution, enfin, du moins, juste à sa fin. Cela marque le début de ce que l'on pourrait appeler proto-république. Et ça, c'est intéressant. On va y aller. Donc, la Déclaration des droits de l'homme est née en 1789, en été, à l'été, du projet de l'Assemblée constituante formée par la réunion des États généraux de rediriger une nouvelle constitution, de la faire précéder d'une déclaration de principe. Donc nous sommes bien d'accord que c'est la volonté du peuple qui a émergé en premier lieu, qui a décidé unanimement de synthétiser un texte encadrant les institutions de la République, ce que l'on appelle la Constitution. Donc nous allons voir aujourd'hui et faire notre lecture de la DDHC. Alors, on va aussi faire une petite analyse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles, hein. Donc ça ira très vite. Bien, commençons par son préambule. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes sur le site du Conseil constitutionnel, ce qui me semble le plus approprié. Les représentants du peuple français
constituée en Assemblée nationale considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soit plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Voici son préambule. Donc, article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'effectivement, quand nous naissons, nous avons tous les mêmes droits. Qui que nous soyons, quoi que nous désirions représenter, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est-à-dire que les distinctions de chacun n'ont pas lieu d'être. Ce n'est pas de l'ordre du public. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Quand on parle dans l'article 2 du but de toute association politique, qu'est-ce qu'une association politique? Stricto sensu, un parti politique. Un regroupement de citoyens ayant désireux d'avoir une doxa à présenter à la communauté sociale que l'on appelle nation française. C'est tout. Un parti politique ne pourra donc précisément, et selon cet article, représenter la citoyenneté ni l'ensemble des Français. Puisqu'il fonctionne sur le principe de libre adhésion. Certaines personnes y adhéreront, d'autres non. C'est de l'ordre de la sensibilité individuelle. Par conséquent, une association publique est un parti politique qui ne représentera jamais que lui-même aux yeux de la loi. Et il ne saurait en être autrement. Cependant, leur but premier, quels que soient les partis politiques, car aujourd'hui il y a beaucoup de clivages, gauche, droite, tout ça, mais quels que soient les partis politiques, leur priorité, leur but, le fondement même de leur existence devrait être, et je dis bien nécessaire au conditionnel, mais cela devrait être le droit de la liberté de l'individu, la propriété, la sûreté et de la résistance à l'oppression. Le problème, c'est quand plusieurs partis oppressent certaines parts de la population. Bien, article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le principe de toute souveraineté? On a vu dans les vidéos précédentes ce qu'était l'autodétermination des peuples. Et l'autodétermination des peuples est l'action de la souveraineté émise par le peuple. Une souveraineté qui serait latente serait la Ve République, par exemple, puisque ce sont nos représentants qui se sont arrogés le droit de gommer notre condition de peuple pouvant s'autodéterminer. Ce qui est quand même très problématique sur certaines questions. Dans le cadre de la DDHC, par contre, c'est le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est quoi la nation? On pourra dire c'est le gouvernement. Non, c'est l'État. Pas tout à fait. La nation est une entité assez floue de citoyens qui se réclament eux-mêmes d'une nationalité, donc qui sont porteurs de valeurs, comme la citoyenneté, qui, comme chacun sait, je l'espère pour vous du moins, fonctionne sur 4 piliers essentiels, que nous avons déjà vus dans de précédentes vidéos. Bien, il est écrit que nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas émanant de l'autorité de la nation, vous ne pouvez pas exercer une autorité qui s'appliquerait à d'autres citoyens. En clair,
Cela reprend un petit peu l'article 1 où les hommes naissent libres et égaux en droit. L'article 4. L'article 4 est assez simple. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Un article très intéressant qui traite de la liberté du citoyen. Car comme je vous l'ai exprimé dans d'autres vidéos sur la chaîne, autant la Constitution, pour parler du citoyen, c'est crétin, autant parler des institutions par le biais de la DDHC, c'est tout aussi crétin. La Constitution n'encadre que nos institutions, la DDHC encadre ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est un citoyen. Donc la liberté, pour un citoyen, c'est de faire tout ce qu'on veut tant que d'autres citoyens ne considèrent pas ça comme une nuisance. Point. Et dans ce cadre-là, il faut bien comprendre que si vous faites des choses qu'un citoyen arrive après, il ne peut considérer ça comme une nuisance puisqu'il vient de lui-même dans un endroit où quelque chose le dérange. S'il n'est pas content, il peut en partir. Donc le coq avait raison de chanter. Voilà. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. N'oublions pas que nous venons de voir dans les articles plus hauts les droits et les devoirs de chacun dans le préambule. Eh bien, c'est exactement ça. En tant que citoyen, vous devez permettre et assurer aux autres citoyens les mêmes droits et devoirs que vous. Ces limites sont inscrites dans la loi. L'article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. C'est assez limpide. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Et c'est en effet une incompréhension majeure de la part de la population que de condamner une loi qui elle-même condamne les individus, ce qu'elle ne fait jamais. J'ai bien dit, elle ne condamne jamais les individus. Et c'est juste ce que la loi fait. Dans le cadre d'une nuisance, c'est qu'elle condamne les actes qui ont été commis. Que le responsable en paie le prix, ça c'est ce qui se passe. C'est normal, c'est sa responsabilité de citoyen. Et c'est ainsi qu'il faut entendre les choses. Quand un juge émet son jugement, qu'il déclare quelqu'un coupable des faits, il condamne les faits. Et la responsabilité de citoyen de l'individu fait en sorte que cette responsabilité, eh bien, il en paie le prix. Si vous ne voulez pas payer le prix de cette responsabilité, ne soyez nuisible à personne. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Tant que ce n'est pas écrit, c'est légal. C'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de faire. Quelque chose qui est écrit dans la loi doit être scrupuleusement respecté. Ce qui n'est pas écrit sort du cadre de la loi, ce qu'on appelle le vide juridique. Et je vais reciter une personne que j'apprécie beaucoup, que vous devez connaître, un certain Sébastien. En 3, le vide juridique, ça s'appelle la liberté. Et nous sommes en plein dedans. Donc, si c'est écrit, vous devez respecter les écrits, les textes. Si ce n'est pas écrit, c'est à votre bon sens tant que cela ne nuit pas à autrui. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Une loi qui n'existerait pas ne serait pas applicable. Un ordre qui vous serait donné, même par une autorité suprême, quelle qu'elle soit, n'est pas applicable si c'est pas écrit. Point. Au terme de la loi, c'est ainsi que nous l'entendons. L'article 6. Alors, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Chacun d'entre nous, chacun des 68 millions de Français peut librement édicter de la loi. Il peut particulièrement et personnellement concourir à sa formation, à la création, à l'encadrement, à la modification. Ce pourquoi des élus existent car ils font ce travail de synthèse. Du moins, sont-ils censés le faire? Ce pourquoi ils sont payés normalement. Je ne donnerai pas l'avis personnel là-dessus, on verra plus tard. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Si on veut aller plus loin,
L'argument d'autorité qui consiste à dire « oui, mais moi j'ai des diplômes » ne rentre même pas en compte dans le cadre de l'article 6 de la DDHC, c'est-à-dire que les vertus, c'est vos qualités et vos talents, c'est l'expression de votre savoir-faire. Il n'est nulle mention de spécificité vous distinguant du reste de la population, ce pourquoi porter son jugement sur quelqu'un qui présenterait un biais d'autorité ou un biais de confirmation parce qu'il a des diplômes serait anticonstitutionnel au terme de la DDHC. Les termes sont forts, mais voyez le sens que je désire donner à cette phrase. Tout ce qu'il compte, c'est que tous les citoyens sont égaux à ses yeux, aux yeux de la loi, mais sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics. Quelle que soit votre qualité, vous pouvez postuler à n'importe quel poste dans l'administration. Vous devez être entendu. L'ENA est une forfanterie. Ça devrait être une aide, par exemple. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Dans notre texte fondateur de 1789, déjà à l'époque, nous comprenions l'intérêt de se soumettre à des contrôles. C'est très citoyen d'ailleurs. Ceux qui revendiquent que ouais, j'en ai marre des contrôles, j'en ai marre. Oui, mais c'est notre devoir de citoyen. Peu ou prou que l'on en abuse au point, c'est la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas la responsabilité de l'État. La nuance est là. En attendant, toute forme de résistance est inentendable. Eh bien, il en est de même dans la DDHC. On ne peut pas être accusé à tort, ni arrêté, ni détenu, sans quelque motif légitime que ce soit. C'est-à-dire les cas déterminés par la loi. Et selon les formes qu'elle a prescrites, c'est-à-dire les procédures. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter les ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé à vous saisir en vertu de la loi doit obéir à l'instant. C'est clairement écrit. Si vous ne savez pas ça, je suis désolé pour vous, mais vous saurez pourquoi les délits de fuite sont si durement réprimandés, par exemple. C'est la loi. Et elle date de 1789. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Il n'y a pas besoin de traduction. Une loi existe, vous commettez un crime, un délit par rapport à cette loi, vous êtes punissable. Vous commettez un délit, la loi est édictée, elle n'est pas rétroactive. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. On est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est un concept fondateur de la citoyenneté française. Aux États-Unis, c'est le contraire. On est présumé coupable à nous défendre de notre culpabilité. En France, on est innocent et on doit prouver qu'on est coupable. Enfin, la partie adverse, bien sûr. Vous voyez, c'est donc prendre pour modèle la structure des États-Unis, c'est fonctionner à l'envers de nos droits les plus fondamentaux. Ceux qui ne comprennent pas ça, évidemment, ne comprendront pas l'orientation de la justice. Bien, maintenant, comprenons la deuxième partie. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, c'est-à-dire que on ne peut pas arrêter arbitrairement quelqu'un. Attention, je ne dis pas que ça ne se produit pas. Je dis que c'est illégal. C'est illégal d'arrêter quelqu'un si ce n'est pas nécessaire. Peu importe l'évocation du représentant de la loi, ce n'est pas légal. Point. Et vous pourrez à votre tour, vous retournez contre lui. Évidemment, qu'aujourd'hui la police soit très mal employée ne fait pas illusion. Évidemment qu'elle est très mal employée. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute ni de la police ni des policiers. On le verra plus tard. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est très intéressant, c'est-à-dire que les manifestations, si elles ne sont pas validées en préfecture, n'ont pas lieu d'être. En tant que citoyen, je vous rappelle que vous avez des droits, certes, parce que vous criez beaucoup aux droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et dès qu'on emploie ce mot, j'ai l'impression que beaucoup de citoyens français ont tendance un petit peu à s'écarter du champ de la caméra, se mettre un petit peu de côté, faire mine basse. Sauf qu'on ne peut avoir de droits que si l'on obtient des devoirs à assumer. Si vous n'assumez pas vos devoirs, êtes-vous légitime à avoir ces droits? La réponse est non. Vous devez prendre les deux.
les droits et les devoirs. Assumez vos devoirs, vous aurez vos droits. C'est ainsi qu'il faut l'entendre. Et cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas là pour rien. Donc, ne soyez pas inquiétés pour vos opinions. Vous n'avez pas à l'être, ni pour vos croyances. Ça vous regarde, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème des autres citoyens, c'est le vôtre. Tant que vous ne manifestez pas à l'encontre et dans le cadre d'une nuisance à l'ordre public, tout se passera très bien. Le reste, ça peut être interprété comme de la nuisance. D'où le fait que nous soyons un état de droit laïque. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ça date de 1789 quand même. Je pense qu'à ce stade, vous ne pouvez plus dire « je n'ai pas été prévenu, je suis surpris ». Si vous n'êtes pas prévenu et que vous êtes surpris que certaines choses ne peuvent pas se dire dans le cadre de la loi, vous avez un retard depuis 1789 quand même. C'est grave. Donc un petit peu de jugeote. Vous êtes libre d'avoir des opinions, vous êtes libre de les exprimer tant que ce n'est pas un abus de cette liberté. Encore une fois, c'est à vous de savoir où vous arrêtez. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Alors, ça va ne faire ni plaisir à la droite, ni faire plaisir à la gauche, ni faire plaisir au gouvernement. Mais il faut rappeler l'article 12 qui est que la force publique est une nécessité dans un état de droit, car de ce fait vous avez un garde-fou, et ça porte très bien son nom, un garde-fou, ça garde les fous. Si vous n'avez pas de force publique destinée à faire appliquer la norme, c'est-à-dire les lois, chacun serait libre de faire ce qu'il veut, comme il l'entend. Vous ne pourriez ni condamner, vous ne pourriez pas puisqu'il n'y aurait pas d'état de droit. Donc, petit clin d'œil sympathique, lorsque la gauche dit que la police, ceux qui font respecter l'ordre républicain, ne devraient plus être existants, c'est que ces gens-là sont contre les droits de l'homme et du citoyen. Par conséquent, ils sont anti-citoyenneté. Je vous laisse seul juge de vos propres interprétations, bien entendu. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Est-ce qu'il y a besoin de commenter? Non. Tout le monde a bien compris qu'il fallait une contribution sociale majoritaire, que tout le monde puisse payer pour que le bien naturel, le bien qui est le nôtre, soit encadré et maintenu par la force publique. Point. De quelle manière elle s'exprime, cette force publique, ça c'est à la charge de nos représentants actuels, et s'il y a des critères à formuler, c'est bien contre eux, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, du milieu, du haut, du bas. Voilà. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Alors, tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants. Vous noterez que cela fait déjà 2 fois que nous mettons en apposition les termes, par eux-mêmes ou par leurs représentants. Dans la Constitution, c'est « et ». C'est une petite distinction sur laquelle j'attire votre attention quand même. La DDHC étant antérieure, elle est donc bien plus valable, puisque de cette DDHC en émane la Constitution actuelle, pas l'inverse. De plus, c'est notre texte citoyen. La Constitution ne concerne que le gouvernement finalement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, que l'on appelle conjointement le Parlement, et donc le gouvernement, le législatif et l'exécutif, le judiciaire étant indépendant. Par conséquent, c'est à eux de rendre des comptes. Peu importe les députés que vous entendez parler qui vous séduisent, faut qu'ils assurent leur place sur les bancs de l'Assemblée. Ils sont là pour ça, hein. Mais ils ont à cœur théoriquement le bien public. Article 15. La société a le droit de demander compte de tout argent public à son administration. Alors oui, j'ai inversé le A et le 2 parce qu'en français courant de 2023, c'est plutôt dans ce sens-là que nous le disons. Vous avez parfaitement le droit d'exiger et de demander des comptes. C'est étonnant qu'aucun parti politique ne l'ait exigé, c'est étonnant qu'aucune assemblée ne l'ait exigé, que ce soit l'Assemblée nationale, le Parlement ou autre. Ou aucune commission d'ailleurs. Bizarrement, nous n'allons pas les chercher. Il y a peut-être des moyens de le faire quand même. Bien. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution. Article extrêmement intéressant qui dit que dans toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Pourquoi je ne dis pas ni la séparation des pouvoirs déterminés ? Parce qu'il est mis en apposition entre deux virgules. Ça peut être l'un, l'autre ou les deux quand c'est écrit dans ce sens-là. Par conséquent, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la Constitution n'est plus en vigueur, la Constitution n'est pas respectable de fait. Et à ce sujet, même si je le répète, ceux qui argumentent de la Constitution pour vous parler de citoyenneté, fuyez. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Car la Constitution de 1958 n'est pas faite pour nous autres citoyens. Pour nous citoyens, nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est dans son nom. La Constitution n'encadre que nos institutions et ne s'adresse pas à nous, tout simplement. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Et nous sommes arrivés à la fin de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà. On a vu également que dans le cadre de la hiérarchie des normes, c'était l'échelle de droit la plus forte. C'est-à-dire que tous les droits en dessous doivent correspondre aux textes et aux réglementations écrits dans le bloc de constitutionnalité. Ils doivent pouvoir s'appuyer dessus, faute de quoi les lois, par exemple, qui sont votées par l'Assemblée nationale seraient anticonstitutionnelles, tout simplement. Donc on voit vraiment qu'il y a une hiérarchie des normes, c'est-à-dire des lois, et que tout en haut, vous avez le bloc de constitutionnalité. Nous venons de voir donc les normes complémentaires explicites. Nous allons donc maintenant voir les normes complémentaires implicites. Partie 3. Donc les normes complémentaires implicites se subdivisent en 3 catégories. Les PFRLR, les principes à valeur constitutionnelle, PVC, et les objectifs à valeur constitutionnelle, OVC. Nous allons donc les voir dans cette partie de la vidéo. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement. En France, les PFRLR, ce sont les principes qui ont valeur constitutionnelle, que ce soit clair, et de ce fait, qu'ils font partie du bloc de constitutionnalité. On peut dire que pour pouvoir être reconnu comme PFRLR, le Conseil constitutionnel, en fait, émet un principe fondamental qui doit remplir 4 conditions essentielles, c'est-à-dire un texte législatif antérieur à 46 et d'une portée générale énonçant le principe, c'est-à-dire un principe généraliste, que le texte soit d'une nature républicaine, c'est-à-dire qu'il fasse part au suffrage et à la représentation du peuple, de la voix, enfin vous savez ce que veut dire républicain, mais qui exclut les textes de Vichy, des empires et des monarchies. Donc ça ne peut pas être un retour du roi en France, comme j'entends quelquefois dire, ce n'est pas possible. Enfin, l'application continue de ce texte, il ne peut pas être limité dans le temps, il ne doit pas être limitatif dans le temps. Enfin, un principe général est non contingent, non contraignant si vous préférez, ça ne doit pas être coercitif. Ces PFRLR sont au nombre de 11. Ils ont été identifiés par le Conseil constitutionnel. Ces principes sont la liberté d'association, qui est un droit de constituer quelque chose. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Vous comprendrez par la comparaison entre l'association et la nation comment on constitue une nation. Vous avez des vidéos dans la chaîne, je vous encourage à aller la revoir. Ensuite, les droits de la défense. La nation a le droit de se défendre. La liberté individuelle, dans le cadre réglementaire bien évidemment. La liberté d'enseignement. La liberté de conscience. Rappelez-vous, dans la DDHC, personne ne peut être inquiété pour ses opinions, ses avis, etc. L'indépendance de la juridiction administrative, qu'on soit clair. L'indépendance des professeurs d'université, que vous ne le sauriez pas, oui, la recherche universitaire est indépendante. Et ce n'est pas à remettre en question. La compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation ou la réforme
des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique. Et on y reviendra. Prérogatives des puissances publiques, il y a quelque chose qui a fait référence, c'était la possibilité de l'article 16 récemment. Vous aurez ça en mémoire. Enfin, l'autorité judiciaire qui est de toute manière indépendante, gardienne de la propriété privée immobilière, mais pas que. L'existence d'une justice pénale des mineurs. Et oui, normalement, c'est à partir de 13 ans. Le principe de pérennité du droit local d'Alsace-Moselle. Voilà ce que sont en clair les 11 PFRLR. Bien entendu, il faut bien comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas parce qu'il y a des PFRLR que tout le reste est secondaire. C'est toujours l'intégralité du bloc de constitutionnalité qu'il faut comprendre et admettre. C'est-à-dire qu'en plus des PFRLR, vous avez le préambule 46, etc., etc., etc. Et les lois doivent se conformer à tout ça. Mais pas que. Puisqu'en fait, on va regarder les principes à valeur constitutionnelle maintenant. Dans le cadre des principes à valeur constitutionnelle, d'ailleurs, le GDAD, c'est-à-dire le Conseil départemental de l'accès au droit, on donne une très très bonne définition, simple et accessible. On va développer par rapport à ça. Comme on peut le voir d'ailleurs sur l'encart que nous propose le GDAD, les principes à valeur constitutionnelle sont contenus dans la DDHC, dans le préambule de 46 et dans la Charte de l'environnement. Bizarrement, pas dans la Constitution de 1958. C'est-à-dire que ces principes à valeur constitutionnelle ne concernent pas et ne sont pas émergents du régime politique dans lequel nous sommes. En clair, les institutions doivent s'y plier, cependant, elles ne sont pas émettrices de ces principes. Et donc, ces principes, mais quels sont-ils exactement ? On va voir ça. Les principes à valeur constitutionnelle sont là essentiellement pour la défense des droits des individus. Ce pourquoi les droits et obligations dans le cadre de la Constitution de 1958 ne sont pas apparents. Ces principes de préservation des droits de l'individu, ce sont des droits fondamentaux inaliénables essentiellement au terme de la DDHC. Les exemples par contre de ces PVC, c'est simple, la continuité de l'État est une obligation par exemple, oui, puisque l'État est fondé par la nation, c'est-à-dire le peuple fondé de droit. La sauvegarde de la dignité humaine. Vous voyez, encore une fois, ça touche le citoyen, contre toute forme d'asservissement et de dégradation, sans précision de quel type. La liberté d'entreprendre, encore une fois, c'est un droit à l'attention du citoyen. La liberté d'aller et de venir, c'est évident. Le droit au respect à la vie privée, c'est évident. La liberté contractuelle, le premier qui dit « je ne contracte pas, je le mords ». Et évidemment, la fraternité, depuis le 6 juillet 2018, c'est un principe qui est reconnu par notre nation, par notre République, et qui est donc défini comme la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Le peuple français se doit d'être fraternel. Alors attention toutefois à ne pas sombrer dans un clivage partisan, car ce droit-là, cette échelle de droit constitutionnel, ne s'y prête pas du tout. Nous sommes dans le cadre de principes souverains, fondamentaux, inaliénables, pas forcément inamovibles. Attention, ces droits-là peuvent être amovibles sous certaines conditions, on l'a bien vu. Mais attention quand même de ne pas avoir d'orientation partisane pour bien comprendre la valeur du droit. Ainsi, vous comprenez que jusqu'à présent, en parlant des partisans, des partis politiques, donc des assemblées, ces institutions-là n'ont pas leur mot à dire sur les valeurs des principes constitutionnels. Ils n'ont pas leur mot à dire sur ce qui est reconnu par les lois de la République. Puisqu'en fait, ça outrepasse leur capacité, ça outrepasse leurs compétences. Ce pourquoi le Conseil constitutionnel est d'ailleurs celui qui vérifie la validité des lois qu'il présente, qu'il propose, qu'il vote en Assemblée. Et pas l'inverse. Même un décret du président est soumis à la valeur constitutionnelle, c'est-à-dire à tous ces textes. Il ne peut faire autrement. Le Conseil constitutionnel a toute largesse pour pouvoir valider ou non la régularité d'une loi. Le Conseil constitutionnel, en fin de compte, n'est soumis qu'à la chose qu'il juge. N'importe quelle procédure de loi, de droit. Et nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos. Et maintenant, dernière partie de la vidéo, les objectifs à valeur constitutionnelle. Alors, précisément, c'est quoi des objectifs à valeur constitutionnelle? Le terme est un peu flou, c'est pas des lois qui ont été votées, on sait pas trop.
Qu'en dit le Conseil constitutionnel ? On voit ça de suite. Bon, je vais vous résumer un petit peu les OVC, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de la loi, ce n'est pas du droit. Ce sont des objectifs, ce sont des valeurs qui indiquent au législateur vers quoi il doit tendre pour que des lois soient valables. En clair, on est dans des notions assez subjectives, c'est-à-dire que concrètement, les objectifs de valeur constitutionnelle ne sont pas des droits, mais des buts assignés par la Constitution au législateur. C'est pas des obligations. Le législateur, en fait, c'est plutôt le pouvoir législatif. Législatif, dont ce sont les partis politiques de l'Assemblée nationale et les grands représentants votés par les grands électeurs du Sénat. La Constitution leur fixe comme objectif de tendre à plus de liberté du peuple, plus de volonté d'auto-administration, d'autogestion du peuple, de sa propre nation. C'est dans le préambule de 46 notamment, vous pourrez retrouver la source. Cependant, nos institutions, et notamment les partis politiques qui forment l'Assemblée nationale, lorsqu'ils votent de la loi, si nous avons des lois qui justement sont liberticides, c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte de ces objectifs à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, lui, va considérer le texte, pas sa portée sociale. Si ça enlève de la liberté ou non, si ça reste constitutionnel, c'est valable. C'est aussi sur ça qu'il joue pour émettre des lois qui bien souvent sont très justes textuellement et très injustes moralement. Nos institutions, tant nos ministères, notre gouvernement, notre président, que nos partis politiques, on peut le voir de manière observable, ne tiennent pas souvent compte de ces objectifs à valeur constitutionnelle qui garantissent pourtant nos libertés individuelles. Bon, il est temps de faire un point numéro 2. Vous croyez pas ? Allez, c'est parti. Il est sympa, hein ? Allez, la suite. Donc, dans cette dernière partie de vidéo, on a vu quoi ? On a vu les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On a vu les principes à valeur constitutionnelle. On vient de voir les objectifs à valeur constitutionnelle. Les deux premiers s'appuient sur des textes fondateurs qui sont dans le bloc de constitutionnalité, bien évidemment, qui définissent certains principes généraux, mais qui concourent à orienter la fonction de la nation dans le cadre juridique. Elle concourt également à orienter la nation dans le cadre législatif, notamment les OVC, qui devraient normalement permettre à nos représentants de nous octroyer davantage de liberté et d'implication dans l'évolution de notre nation. Toutefois, si ces représentants qui sont élus ne font pas leur travail convenablement et ne permettent pas à la population d'être informée, enseignée, instruite dans le cadre des libertés qu'elle devrait défendre naturellement, alors un schisme peut se produire et conduire à la même situation qu'il s'est produit entre 46 et 58. Je rappelle simplement que nous avons déjà changé 14 fois de constitution et que c'est plutôt une tradition républicaine, une tradition française. Par conséquent, il faut en tirer certaines conclusions. Et en parlant de conclusions, c'est maintenant. Le bloc de constitutionnalité qui émerge en 58 fonde le Conseil constitutionnel, mais aussi le suffrage universel direct. Car avant, c'était l'Assemblée qui élisait le président. Il y a eu des améliorations et qui ont tendu vers un peu plus de démocratie. Nous sommes dans un régime représentatif. La Ve République est un régime représentatif. Le seul moment où il y a de la démocratie directe, c'est lorsque nous élisons nos représentants. Le fait que ce soit nos représentants qui fassent des lois et dans le cadre de la Ve République. Nous avons vu en début de vidéo que notre bloc de constitutionnalité contenait des textes, dont la Constitution de 58, qui limitent les changements possibles de ce régime politique. Mais au niveau des institutions et des représentants, absolument pas au niveau du peuple. Ceci dit, nous avons vu également que, à l'émergence des textes que nous avons vus, des principes sont partiellement respectés, notamment au niveau des objectifs. Nos institutions, aujourd'hui,
respecte le cadre de la loi, mais absolument pas sa portée sociale. C'est-à-dire que les programmes politiques qui nous sont présentés ne veulent pas prendre en compte, puisque ce n'est pas obligatoire, le fait d'amener plus de démocratie et de liberté au niveau du peuple. C'est observable, c'est carrément constatable. De fait, ce n'est pas illégal, c'est juridiquement correct. Et c'est tout. Pourtant, comme on a pu le voir, notre bloc de constitutionnalité est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus beau, beaucoup plus ample. Et justement, au terme des PVC, des PFRLR, du préambule de 46, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, du préambule de 58 même, nous offre beaucoup plus de liberté potentielle que ce que l'on veut bien nous faire croire. N'est-ce pas, les fameux résistants? Ou du moins, dont on ne nous parle jamais. Car n'oublions pas que l'éducation de la population est une des obligations régaliennes de l'État, qu'ils doivent former les citoyens à comprendre comment fonctionnent nos républiques, et c'est valable pour tous les députés de l'Assemblée nationale comme pour le Sénat. Et malheureusement, ce n'est pas la volonté d'une gouvernance qui est autocratique. Puisque je vous le rappelle, c'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle du pays qu'un gouvernement se prive de pouvoir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, si vous le voulez bien, mettre un like, un commentaire bien sûr. Je rappelle qu'on est dans le cadre de la vulgarisation, je n'ai fait que survoler les principes. Il aurait fallu une vidéo de plusieurs dizaines d'heures pour tout encadrer et encore. Voilà, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu et que ma foi vous aurez pu apprendre au moins quelques petites choses. En tout cas, si ça a été le cas, ça a été un plaisir pour moi. Des bisous et on se revoit bientôt. Ciao.